Les Blancs, moi je les trouve vraiment salégos parce que ils envahissent d'abord les Noirs, ensuite ils les traitent d'esclaves. Pourtant c'est les mêmes hommes, ils ont le même cœur. Ils sont exactement la même chose. Évidemment, il y a juste la pigmentation, comme Tila a dit, qui change. Mais autrement, ils les traitent vraiment comme des esclaves. C'est des boniches. Ça te révolte? Pardon? Ça te révolte? Oui, un peu. Si je pouvais mener contre les Noirs contre les Blancs pour qu'ils reprennent une partie de leur terre et vivre comme avant, avoir aussi un peu, avoir à manger à leur faim, comme ça, je trouve que ça sera un petit peu normal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons commencer à aborder un thème sensible qui est la participation des Africains à la traite négrière. L'idée qui est répandue, surtout en Occident, c'est que les Africains ont eux-mêmes été participants et acteurs de leur malheur. Et il y a aussi des Africains qui le pensent. On sait notamment que dans les Antilles, les Caraïbes, il y a chez une partie de la population de la rancœur vis-à-vis de l'Afrique. Avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Le cœur d'un Africain doit appartenir à l'Afrique. Le cœur d'un Africain ne doit pas appartenir à un peuple étranger. Qu'il vive en Afrique, qu'il vive en Europe, qu'il vive aux Antilles, le cœur d'un Africain appartient à l'Afrique, Kemet et sa terre-mère. Si son cœur appartient à l'Afrique, c'est d'abord à l'Afrique qu'il donnera sa confiance. Il ne sera pas enclin à donner du crédit à ceux qui viennent lui dire que ses rois, ses chefs, ses ancêtres ont été eux-mêmes les complices du plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité. Il ne croira pas ces déclarations parce qu'il est un enfant de l'Afrique. Et un enfant de l'Afrique donne sa confiance à l'Afrique et non à des étrangers. C'est d'autant plus important que ce n'est pas dans l'intérêt des Occidentaux de nous dire la vérité sur ce qu'a vraiment été la traite négrière. C'est pas dans leur intérêt. Et la preuve, c'est qu'ils déploient énormément d'énergie pour manipuler les Africains. Une information a été révélée par le journal Mediapart. Facebook a supprimé des dizaines de faux comptes qui étaient en fait des comptes de propagande pour manipuler les Africains. Et il s'est avéré que derrière ces comptes, c'était l'armée française. C'est l'article publié le 18 décembre 2020. Facebook a annoncé mardi 15 décembre avoir démantelé 3 réseaux de faux comptes utilisés à des fins de propagande, 2 d'origine russe et un 3e lié à l'armée française. L'opération, qui visait notamment à défendre les intérêts français en Centrafrique et au Mali, a manifestement tourné au fiasco. Donc, il y a les Russes et les Français. Côté français, le communiqué de Facebook est plus prudent. Il s'agit de comptes liés à des individus associés à l'armée française. Le fait que les forces armées françaises soient directement ou indirectement à l'origine de cette campagne fait toutefois peu de doute. Côté russe, le réseau de faux comptes postant des messages à propos de la République centrafricaine comptait 63 comptes, 29 pages, 7 groupes Facebook et un compte Instagram. Le réseau français, lui, était constitué de 84 comptes, 6 pages et 9 groupes Facebook, 14 profils Instagram, 2 chaînes YouTube et au moins 20 comptes Twitter. Et si Facebook a supprimé tous ces comptes, c'est suite à la publication d'une étude, d'une enquête complète qui avait été effectuée par l'Observatoire d'Internet de l'Université de Stanford et qui révélait cette information-là que dans les réseaux sociaux, les Russes et les Français ciblaient
particulièrement les Africains. Donc, il faut comprendre que ces gens qui déploient autant de moyens pour manipuler les Africains, y compris les enfants d'ailleurs, puisqu'il y avait même des dessins animés de propagande à destination des enfants, comme celui-ci par exemple, ces gens-là n'ont pas intérêt à nous dire la vérité sur notre passé. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on oublie cette histoire et que quand on y repense, c'est uniquement avec l'idée que la responsabilité est partagée, que les Africains et les Européens partagent la même responsabilité dans la traite négrière. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi aujourd'hui, quand on examine la documentation de la traite négrière, on a le sentiment qu'il s'agissait d'un commerce? Parce que quand la traite négrière a commencé à être condamnée publiquement, notamment sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, un phénomène a commencé. C'est l'épuration des documents. Les négriers, les assureurs, les propriétaires d'esclaves, les grandes entreprises ont détruit les documents susceptibles de les incriminer ou leur descendance du point de vue moral. Dans ce document, publié par l'UNESCO, on a cette information à la page 92. Il nous dit que la plupart des trafiquants d'esclaves soit ne tenaient pas d'archives ou les ont détruits plus tard quand le commerce d'esclaves est devenu illégal et a été publiquement condamné. Lorsque, de plus en plus, au sein des opinions publiques, les gens ont commencé à trouver ce trafic honteux, ceux qui étaient en première ligne ont détruit les documents les plus compromettants. Même les gouvernements ont été dans la dissimulation. Le Guardian a révélé que le gouvernement britannique a dissimulé des tas et des tas de documents sur la traite négrière. Des documents sur la traite négrière parmi une cache illégale du ministère des Affaires étrangères. Et quand on a interrogé le gouvernement, ils ont déclaré qu'il y avait au total 8800 fichiers. Mais au final, il s'est avéré qu'il y en avait à peu près 20 000. Et on se demande s'il n'y a pas d'autres documents qui sont dissimulés à d'autres endroits. On pensait que tout avait été dit sur la traite négrière et l'esclavage, mais apparemment non. Il y a des choses qu'ils ont cachées et qu'ils cachent encore. Parce que si les Anglais ont dissimulé des documents, on se doute que les autres puissances esclavagistes ont fait la même chose. Et c'est là que le bât blesse. C'est que les historiens qui aujourd'hui nous racontent l'histoire de la traite et de l'esclavage, ces historiens travaillent sur la base d'une documentation qui a été épurée, qui a été nettoyée des aspects les plus ignobles et les plus abjects sur ce que les Européens ont fait. Parce que les documents qui ont été détruits ou dissimulés, ce sont des documents qui les incriminent. C'est une scène de crime qui a été en partie nettoyée par les criminels eux-mêmes. Et l'absence de ces documents leur permet de raconter une autre histoire, une histoire qui atténue la responsabilité des Européens et met en avant la complicité supposée des Africains. L'honneur d'un homme, c'est d'assumer la responsabilité de ses actes. Mais il n'est pas question
d'assumer la responsabilité des autres. Les Africains n'ont rien demandé. Ils étaient tranquillement dans leur continent, dans leur pays, et les Européens sont venus avec leurs bâtiments de guerre pour les harceler. À présent, on va se poser les bonnes questions. Pour avoir une appréciation juste de l'attitude des rois et des chefs africains, il faut comprendre à qui ils ont été confrontés. Quel était l'état d'esprit des Européens de l'époque? Est-ce que c'était de gentils commerçants qui sont allés en Afrique proposer le commerce des esclaves aux rois africains? Imaginons que vous êtes face à une personne dont vous connaissez la dangerosité. Vous savez que c'est un tueur, qu'il a déjà tué à plusieurs reprises, qui n'a aucun état d'âme. Comment allez-vous vous comporter? Vous allez instinctivement mettre en place des mécanismes de défense, parce que vous savez que si cette personne est contrariée, elle peut vous tuer, vous, votre femme et vos enfants. Avant de juger nos rois, il faut comprendre à qui ils ont eu affaire. Reportons-nous au XVIe siècle. Ce qui est à l'origine de la traite négrière, dans sa dimension systématique et industrielle, c'est la découverte de l'Amérique, découverte entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que les Européens considèrent qu'un peuple entre dans l'histoire à partir du moment où eux l'ont découvert. Et dans cette Amérique, il y avait des peuples qui vivaient là depuis des siècles et des siècles. Les peuples qu'on a appelés les Amérindiens. Mais ces Amérindiens regroupaient tout un ensemble de populations diverses. Que leur est-il arrivé? En moins d'un siècle, ils ont tous été exterminés. Les Européens les ont d'abord soumis au travail forcé pour extraire de l'or et des minerais précieux. Ils les ont tués à la tâche et ceux qui ne se soumettaient pas étaient exécutés sans sommation. Des populations ont littéralement été effacées de la surface de la Terre. On parle souvent du fait que des espèces animales ont disparu, mais on omet souvent de rappeler que des peuples aussi ont littéralement disparu. Joseph Elzéar Morenas, dans son livre précis Historique de la traite, dit que sur l'île de Saint-Domingue, on a retrouvé 2 jeunes filles qui étaient les descendantes d'un de ces peuples amérindiens exterminés, et que ces 2 jeunes filles n'ont jamais voulu se marier parce qu'elles ne voulaient pas se marier avec les descendants de ceux qui avaient exterminé leurs ancêtres. Et donc elles sont mortes sans enfants et ce peuple a totalement disparu. L'abbé Raynal, qui a été une des rares personnes à relater la tragédie de ces peuples, déclare dans son livre Histoire philosophique et politique publié en 1780, à la page 22, « Les uns et les autres étaient accouplés au travail comme des bêtes. On faisait relever à force de coups ceux qui pliaient sous leur fardeau. Il n'y avait de communication entre les 2 sexes qu'à la dérobée. Les hommes périssaient dans les mines et les femmes dans les champs que cultivaient leurs faibles mains. Une nourriture malsaine, insuffisante, achevait d'épuiser des corps excédés de fatigue. Le lait tarissait dans le sein des mères. Elles expiraient de faim, de lassitude, pressant contre leurs mamelles desséchées leurs enfants morts ou mourants. Les pères s'empoisonnaient. Quelques-uns se pendirent aux arbres, après y avoir pendu leurs fils et leurs épouses. Leur race n'est plus. Il faut que je m'arrête ici un moment. Mes yeux se remplissent de larmes et je ne vois plus ce que j'écris. Si beaucoup de naturels américains
ont plongé dans le désespoir et se sont laissés mourir. D'autres ont résisté et se sont battus. Par exemple, les Amérindiens qui vivaient en Guadeloupe et en Martinique ont fait face aux Français avec une détermination et un courage extraordinaires. Même les femmes âgées se sont battues avec leurs dents. Parce que ces gens étaient conscients que c'est leur survie qui était en jeu. Et je tiens vraiment à rendre hommage à ces peuples. Parce que personne ne nous raconte leur histoire. Et pour cause, on serait obligé de nous raconter pourquoi ces peuples ont disparu. Et je leur rends aussi hommage parce que, à titre personnel, je considère que les Amérindiens et les Africains sont des peuples frères. D'abord parce que nous avons eu les mêmes oppresseurs et aussi parce que les Amérindiens ont tout fait pour protéger les Noirs. Quand les premiers esclaves noirs sont arrivés aux Antilles, il y avait encore des Indiens qui résistaient. Et ces Indiens, quand ils attaquaient les colons, ils libéraient les Noirs. Jean-Baptiste Dutertre, dans son livre Histoire générale des Antilles, raconte pages 502, 503 et 521 que les Amérindiens refusaient de dire aux Français où les Noirs en fuite se cachaient et que quand les Noirs s'enfuyaient, ils les cachaient. Et que les nègres marrons et les Indiens, à plusieurs reprises, ont combattu ensemble. La finalité, c'est que s'il reste quelques descendants, la plupart de ces peuples ont totalement disparu. Et les scientifiques ont fait une découverte absolument terrifiante. Il y a eu, à l'époque, un petit âge glaciaire. Et les scientifiques voulaient savoir ce qui avait provoqué cela. Et ils ont découvert que c'est la disparition des Amérindiens qui a provoqué ce petit âge glaciaire. Les colons ont tué tellement d'Amérindiens que la terre s'est refroidie. Les massacres et les épidémies causées par les Européens en Amérique ont radicalement changé l'écosystème du continent. La disparition des Amérindiens a été tellement violente et tellement rapide qu'elle a provoqué la modification de l'écosystème. Parce que des territoires qui avaient toujours été peuplés sont subitement devenus déserts et la nature a dû combler ce vide. Et c'est ça qui a provoqué ce petit âge glaciaire. Les scientifiques disent qu'après la mort des Amérindiens, la terre s'est refroidie. Mais j'ai envie de dire, sachant le lien, l'amour qui unissait les Indiens à la nature, j'ai envie de dire que la terre s'est mise en deuil. Cela nous donne une idée de la violence que ces gens ont subie de la part des Européens. Et c'est à ces Européens-là que nos ancêtres ont eu affaire. Parce que, après avoir exterminé les Amérindiens, ils ont fait venir les Africains dans ces îles pour travailler à leur place. Donc, il y a un rapport de causalité directe entre l'extermination des peuples indiens et l'arrivée des Africains dans les colonies. Joseph Elzéar Morenas dit dans son livre à la page 34, « Ainsi, une race entière a été détruite en Amérique parce que, disent ceux qui l'ont anéantie, elle était trop faible et qu'elle n'a point voulu se plier au travail. Elle a été remplacée par la race robuste des Africains, plus docile à subir l'esclavage et plus propre à servir d'instrument au despotisme des Européens. Telle est l'origine impure de la traite, c'est un grand crime enfanté par un autre crime. » Voilà à qui nos ancêtres ont été confrontés. Ce n'étaient pas de gentils commerçants. C'étaient des génocidaires, des gens
assoiffés d'or et de sang, des destructeurs de peuples. Ils étaient prêts à tout pour parvenir à leur fin, y compris massacrer des populations entières, et c'est ce qu'ils ont fait. Les peuples autochtones d'Amérique ont été anéantis. Et les Européens ont gardé cet état d'esprit génocidaire pendant toute la période de la traite négrière. Au XIXe siècle, il y a eu en France un débat extrêmement discret sur la question algérienne, tellement discret que même aujourd'hui, extrêmement peu de gens le savent. En 1830, la France avait fait la conquête de l'Algérie et en 1837, une question avait été posée aux généraux et c'était l'objet du débat. Alphonse de Lamartine, dans un discours devant les députés en 1846, va parler de ce débat pour le condamner. Et apparemment, certains députés n'étaient même pas au courant de ça. Il leur cite ici l'instruction qui avait été donnée aux généraux en 1837. Quant à l'extermination des indigènes, quant au refoulement violent de la population, vous aurez à examiner si ce mode de pacification serait jamais praticable. En 1837, on avait demandé aux généraux d'examiner la possibilité d'exterminer les Algériens. Un an après Lamartine, en 1847, le journal des économistes faisait le résumé des avis contradictoires sur ce débat. Ils disent à la page 122 « Cette entreprise d'Afrique est une entreprise de colonisation. Ceux qui la conseillent à la France se proposent de s'emparer d'un territoire occupé par une population africaine, musulmane belliqueuse, et d'y transporter une population française, chrétienne et travailleuse. Ils espèrent que cette population nouvelle prospérera et fera fructifier le sol africain. Ils espèrent par là ouvrir à la mère patrie des relations commerciales avantageuses. » L'idée ici était de s'emparer de la terre algérienne et de remplacer la population autochtone par la population française. C'est ce que certains appellent aujourd'hui un grand remplacement. Et quels moyens étaient préconisés pour accomplir ce grand remplacement? C'était tout simplement l'extermination du peuple algérien. À la page 123, il commence par rappeler que les Européens ont déjà exterminé des peuples et il se demande s'ils vont faire la même chose, s'ils vont prendre la décision de faire la même chose avec les Algériens. Ils disent ici, tantôt, après avoir exterminé la population indigène, ainsi que les Européens ont fait aux îles Banda, à Bourbon, à Maurice et dans les Antilles, nous pouvons travailler eux-mêmes. Les Européens y ont transporté une population étrangère pour la faire travailler à l'état d'esclavage. Donc là, c'est les Africains. Probablement, la France ne prendra pas la résolution d'exterminer les Arabes. Tantôt, après avoir exterminé ou refoulé des populations de chasseurs, comme ils l'ont fait dans l'Amérique du Nord, ils ont remplacé ces populations par des cultivateurs européens. Ici encore, il n'y a pas d'analogie à établir entre le Kabyle sédentaire ou l'Arabe nomade et le Peau-Rouge chasseur. Cet exemple est celui proposé par les plus modérés des colonistes algériens. Les colonistes algériens, ce sont les colonisateurs français de l'Algérie. Les uns cependant protestent contre l'extermination et y conduisent sans le vouloir. Les autres, sans la proclamer, s'y résignent assez facilement. Certains savants en professent la théorie. Ils ont découvert que l'arabe est du genre des animaux antédiluviens et doit disparaître comme eux. Donc il y a ceux qui sont pour, ou ceux qui s'y résignent, et ceux qui sont contre. Quoi qu'il en soit, l'extermination est loin d'être accomplie. La population africaine, c'est-à-dire algérienne, n'est pas clairsemée comme celle du Peau-Rouge. Portée à 8 millions
par M. le maréchal Bugeaud, elle ne peut s'élever à moins de 2,5 millions. Si l'on continue encore pendant 15 à 20 ans, les colonistes pourront s'établir en paix sur l'Afrique dépeuplée. Voilà ce qu'ils disent. Au début, il y avait 8 millions d'Algériens. Il n'en reste plus que 2,5 millions. Encore un petit effort et ils seront tous morts et on pourra s'établir tranquillement dans ce pays. Et à ce moment-là, la question de l'Afrique noire ne se posait pas parce que l'Afrique noire était toujours en esclavage. Mais quand l'Afrique noire va également devenir une colonie, la question de son extermination, même si ce n'était pas dit clairement publiquement, la question se posait aussi. Félix Chapizeau, dans son livre « Au pays de l'esclavage », dit ceci à la page 4. Il annonce que les pays d'Afrique noire vont être massivement repeuplés par les Européens. Et il pose la question de ce qui va se passer à ce moment-là. Que sera-ce donc lorsque, par tant de voies ouvertes de toutes parts à travers le continent, toute une population accourue d'Europe se sera implantée parmi les races autochtones? Comment les nouveaux venus se comporteront à l'égard des anciens occupants du sol? S'ils les absorberont ou bien si les races différentes coexisteront sur la même terre sans chercher à s'entre-détruire, c'est ce que l'on ne saurait dès maintenant prévoir. Donc il dit que lorsque les Européens vont massivement peupler l'Afrique noire, il n'y aura que deux possibilités. Soit les Européens vont absorber les Africains, c'est-à-dire les faire disparaître, soit alors les deux races vont cohabiter sans s'entretuer. Et il dit que pour l'instant, on ne le sait pas encore. Pourquoi finalement n'ont-ils pas exterminé les Algériens? Parce qu'il y avait une question qui se posait. L'idée, c'était de vider l'Algérie de tous les Algériens pour repeupler ce pays avec des Français. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que les Français pourraient supporter le climat de l'Algérie? C'est cette question-là qui était rappelée par le journal des économistes. Et finalement, la décision qui sera prise, c'est de laisser la population algérienne en Algérie et de l'utiliser comme main-d'œuvre, tout comme ils ont fait pour les Noirs avec le travail forcé stipulé dans le code de l'indigénat et d'ainsi exploiter les richesses de l'Afrique noire et du Maghreb au profit des Européens. Si j'ai pris un moment pour vous parler de ça, c'est pour que vous compreniez que nos rois, nos ancêtres, nos chefs n'ont pas eu affaire à des enfants de cœur. On vous parle de commerce triangulaire, mais ces gens n'étaient pas des commerçants. Nos rois ont eu à traiter avec des êtres d'une extrême violence. Des gens qui n'avaient aucun état d'âme. Des gens qui, pour leurs intérêts, n'avaient aucun scrupule à envisager d'exterminer un peuple. S'ils n'ont pas exterminé les Algériens, c'est uniquement pour des raisons pratiques. Et il faut savoir que quand les chefs africains s'opposaient à eux, quand ils ne collaboraient pas, ils s'exposaient à des représailles. Voyez ce qui se passait sous la colonisation. Dans les années 1950, un documentaire avait été diffusé clandestinement par un jeune Français d'une vingtaine d'années. Et il a été condamné par la justice pour avoir filmé ce qui se passait en Afrique sans l'autorisation des autorités françaises. Peu de temps avant sa mort, l'auteur de ce documentaire, René Vauthier, a expliqué que des décennies plus tard, la France a reconnu
que ce qu'il disait dans ce commentaire, c'était la vérité. Et puis le film a été interdit, bien sûr. J'ai été condamné à 1 an de prison pour l'avoir tourné. On m'a rendu ce film 46 ans après que je l'ai tourné. On me l'a rendu avec une lettre du ministère des Affaires étrangères me disant que ce film courageux et nécessaire, le même qui m'avait valu 1 an de prison, avait été diffusé sous l'égide du ministère français des Affaires étrangères dans plus de 50 pays étrangers. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Donc, que se passait-il sous la colonisation quand les chefs africains ne se montraient pas coopératifs? Les soldats français arrivaient, commettaient des massacres, et même les bébés, comme le dit ce documentaire, prenaient une balle dans la tête. Si déjà, au milieu du XXe siècle, ils faisaient ça quand les chefs africains ne collaboraient pas, que faisaient-ils au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle? Que faisaient-ils durant la traite négrière quand des rois et des chefs africains leur résistaient? Eh bien, on va le voir tout de suite avec le récit d'un négrier, et vous allez constater qu'il n'y a aucune différence. Ce livre, Voyage au Sénégal, a été publié en 1802 par Jean-Baptiste Léonard Durand, qui, je le rappelle, était commandant d'un fort négrier au Sénégal. Et il raconte que des rois africains se sont révoltés contre les Français et ils ont tué un commis négrier. Pages 354 et 355. Il nous explique comment ils ont réagi. En 1722, ils assassinèrent un commis qui venait de la traite. Charpentier, commandant du fort, brûla le village, mit en fuite tous les nègres qui avaient pris les armes, en tua beaucoup et fit un grand nombre d'esclaves qui furent conduits à l'île Saint-Louis. Cet acte de fermeté et de courage, selon lui, mit, notez bien cette expression, l'épouvante et la terreur dans tout le pays. Le roi de Galam et ses sujets demandèrent grâce. Ils envoyèrent pour l'obtenir et comme médiateurs les marabouts de Dramanais, suivis des principaux marchands nègres, amis des Français. Charpentier se fit prier longtemps. Il se rendit enfin aux pressantes sollicitations des médiateurs. Le roi de Galam demanda pardon. Il promit pour lui et ses sujets soumission et obéissance à la nation française. Voilà ce qui se passe. Cette scène ressemble étrangement à celle du documentaire dont nous avons vu un extrait. Ici, les Français font un exemple. Comme les rois africains ne veulent plus coopérer avec eux, ils font un carnage. Ils massacrent, ils brûlent,
ils pillent, ils font des captifs pour les emmener comme esclaves. Dans les villages africains, il y a toujours beaucoup d'enfants. Donc, on imagine le carnage. Résultat, les rois africains se soumettent et jurent soumission et obéissance à la nation française. Et on imagine l'ampleur du massacre. Quand on nous dit que l'épouvante et la terreur s'étaient installées dans tout le pays. Dans ces conditions-là, parce que quand vous êtes un chef, vous avez aussi la responsabilité, si vous n'avez pas les moyens militaires de lutter, vous avez la responsabilité de protéger votre peuple, de protéger vos femmes, de protéger vos enfants. Et que se passe-t-il par la suite? Quand tout le pays est dans la terreur et dans l'épouvante, lorsque les Français vont voir d'autres rois pour négocier avec eux, ces rois savent pertinemment ce qui s'est passé dans les villages voisins. Ils savent les massacres que les Européens ont faits dans les villages voisins. Et donc, quand ces mêmes Européens viennent les voir pour négocier avec eux, évidemment, ils vont avoir tendance à s'incliner et à accepter de traiter avec eux, parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Il faut comprendre que pendant ces 400 ans, les Européens ont créé en Afrique un climat de terreur et d'insécurité. Et quand on est terrifié, on ne se comporte pas rationnellement, parce qu'on est en mode survie. On pense à soi et on pense à ses proches. Les Européens installaient ce climat de peur, faisaient des démonstrations de force pour pouvoir ensuite imposer leurs conditions aux Africains. L'abbé Sibir, qui avait été pendant des années missionnaire en Afrique, explique qu'on n'est pas ici dans le cadre d'un contrat d'égal à égal, mais plutôt dans la loi du plus fort. Dans sa lettre aux colonies, publiée en 1789, il dit ceci à la page 43. Quand la force seule commande, la faiblesse seule peut obéir. Entre mes ennemis et moi, il n'y a point de contrat. Et je suis toujours avec eux dans les termes de la défense. Il dit ici que entre des ennemis, il n'y a pas de contrat. Le faible, tout ce qu'il va faire, ça sera pour sa défense. Ce sera pour sa protection. Donc, le fort avait imposé sa loi aux faibles. Et quand les rois africains n'obéissaient pas, c'était des représailles. Joseph Elzéar Morenas, dans son livre, y fait allusion. Je rappelle que Joseph Elzéar Morenas a travaillé en Afrique, surtout au Sénégal, pendant des années pour le compte du gouvernement. Mais il a choisi de démissionner pour pouvoir parler librement. Et quand il a commencé à témoigner, il a reçu des critiques de la part des négociants, des propriétaires d'esclaves, bref, de tous ceux qui avaient un intérêt dans le commerce des esclaves. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à tous ceux qui le critiquaient de l'attaquer en justice, pour qu'il puisse, dans le cadre d'un procès public, produire les preuves de ce qu'il avance. Et personne n'a osé le faire. Dans son livre « Précis historique de la traite des Noirs », il cite Jean-Baptiste Labat, qui était un prêtre esclavagiste et qui dit ceci. Les nègres, dit Labat, nous font quelquefois des avanies dont on ne peut pas toujours avoir raison. Il est vrai qu'on se fait souvent justice soi-même. On pille quelques villages, on enlève les habitants que l'on fait esclaves, on compte plus tard avec le roi, et si l'on a enlevé plus qu'il ne doit,
on lui en tient compte. Ainsi, les négriers avouent qu'ils font esclaves les habitants libres d'un pays lorsqu'ils prétendent avoir reçu du chef quelques dommages. Et si, en réglant leur compte, il se trouve qu'ils aient enlevé plus qu'il ne leur est dû, ils en restituent le surplus. Mais ils ne rendent point à la liberté les malheureux pères de famille transportés en Amérique. On comprend ici que les rois africains étaient constamment sur le qui-vive, parce qu'ils savaient que pour n'importe quelle raison, ici on nous parle d'avanie, c'est-à-dire une insulte, un affront quelconque. Pour n'importe laquelle d'une de ces raisons, les Européens se vengeaient en pillant ces villages. Et dans leur pillage, ils capturaient des habitants et les emmenaient comme esclaves pour punir le roi en question. Le récit d'un administrateur colonial corrobore cette affirmation. Pierre Labarthe, qui était depuis 1794 chef du bureau des colonies au ministère de la Marine, a publié en 1802 un livre intitulé « Voyage au Sénégal ». Ce n'est pas le même que nous avons vu précédemment. Et à la page 110, il raconte un fait qui s'est produit en 1679. Il dit ceci: « En 1679, Monsieur Ducasse, directeur de la Compagnie du Sénégal, pour venger quelques insultes qu'il avait éprouvées de la part du roi d'Amel, fit avec 300 hommes seulement une descente dans ses États. Il brûla et pilla plusieurs villages, lui enleva des nègres. Il punit par un semblable traitement les rois de Tine et Sine qui s'étaient unis aux Damel. Ces petits princes, intimidés, reçurent la loi qu'il voulut leur imposer. » Notez bien cette expression. Après ce carnage, ces princes africains acceptèrent la loi qu'il voulait leur imposer. Ils cédèrent à la Compagnie du Sénégal toutes leurs côtes jusqu'à 6 lieues dans les terres. Voilà comment ils imposaient leurs lois aux chefs africains. Ils faisaient des massacres dans la population jusqu'à ce que les rois se soumettent à leurs lois et à leur commerce. Donc voilà ici des rois africains qui ont vendu des esclaves. Mais est-ce que ces rois étaient libres de leur choix? Est-ce qu'ils étaient libres de leur mouvement? Est-ce qu'ils étaient libres de dire non? Est-ce qu'ils étaient libres de s'opposer aux Européens? Que dit leur propre loi sur la responsabilité? Article 122.2. N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Que dit cette loi? Que si vous avez fait quelque chose de mal, mais que vous l'avez fait parce que vous y avez été poussé, soit par la force, soit par la contrainte, vous n'êtes pas juridiquement responsable. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces rois africains qui ont vendu des esclaves aux Européens, est-ce qu'on peut considérer qu'ils étaient responsables? Quand les Européens voulaient châtier un roi africain qui ne coopérait pas, soit ils agissaient eux-mêmes quand il n'y avait pas de risque, soit ils utilisaient un intermédiaire. Les Européens ne leur laissaient pas le choix. On a une lettre de Poncet de la Rivière qui était gouverneur de Gorée au XVIIIe siècle. Et le 25 mai 1764, il écrit à Étienne François de Choiseul, qui était à ce moment-là le premier ministre de Louis XV. Il lui dit dans cette lettre
qu'il doit aller négocier avec un roi wolof. Mais il donne une précision au cas où ce roi n'accepterait pas de traiter avec la France. Pour celui d'Yolof, dont le roi se nomme Bourba Yolof, je ne sais s'il me fera quelques difficultés. Mais s'il ne veut pas s'arranger avec moi, je lui ferai faire la guerre par Damel. Les rois de Cayor et de Yolof sont ennemis de l'instant qu'ils sont rois. Bourba Yolof ayant intérêt de l'affaiblir. Je leur ferai assez bien sentir leur intérêt et je donnerai à Damel des présents de poudre et de balles afin de l'engager à attaquer Bourba Yolof. Je pourrais même lui fournir un détachement et du canon de campagne. Il dit donc au Premier ministre que si jamais Bourba Yolof refuse de traiter avec la France, il va donner des poudres et des balles, et même plus, à une tribu qui est déjà à sa solde, afin que cette tribu l'attaque. C'est ainsi que les choses se passaient. Si un roi africain refusait de faire du commerce avec eux, soit ils l'attaquaient eux-mêmes, soit ils envoyaient une tribu qui était déjà tombée sur leur giron, ou encore, comme nous le verrons, ils envoyaient une tribu berbère, des Maures, avec lesquels ils étaient en contrat. Et ainsi, soit les rois africains se soumettaient, soit leur royaume était attaqué. C'est comme ça que les Européens ont fonctionné pendant toute la période de la traite négrière. Soyez attentifs à quelque chose. Voyez-vous un rapport entre ce qui est dit dans cette lettre et le texte que nous avons lu juste auparavant? Le négrier dit que si le roi africain ne veut pas coopérer avec lui, il va utiliser quelqu'un pour le châtier. Qui va-t-il utiliser? Il va utiliser Damel. Le royaume de Damel. Le royaume de Damel, c'est un des royaumes africains qui s'était soumis à la France suite au massacre qui avait été fait. Entre les deux événements, entre la soumission du royaume de Damel consécutivement au massacre français et la lettre de ce négrier au Premier ministre, 100 ans se sont écoulés. Le royaume de Damel, depuis ce temps-là, était aux ordres de la France. C'était un royaume vassal, comme tous ceux que la France et les autres pays européens soumettaient par la force. Et dès lors, ces rois africains, durant tout ce temps, vendaient des esclaves, mais ils n'avaient pas le choix. C'étaient des royaumes aux ordres. Et quand les Européens entamaient des négociations avec un nouveau roi, si ce roi ne coopérait pas, ils utilisaient un de leurs vassaux comme bras armé pour l'attaquer. Et pour être sûr que c'est leur vassal qui allait remporter la guerre, ils lui fournissaient toute la logistique, incluant de la poudre et des armes à feu. Et c'est ainsi que progressivement, les Français, comme les autres Européens, étendaient sur toute l'Afrique leur zone de domination. On a le témoignage de Pruneau de Pomme-Gorge. Pruneau de Pomme-Gorge était un commandant négrier. Il a commandé le fort négrier de Saint-Louis pendant des années. Et il a tellement été horrifié par ce trafic qu'il a décidé d'abandonner ce travail et de révéler au public ce qu'était vraiment la traite négrière. En 1789, il a publié un livre intitulé
description de la négricie. Certes, il mentionne dans ce livre les crimes que commettaient les rois et les trafiquants africains. Mais il dit que tout cela, c'était à cause des Européens. Page 213. C'est donc encore les Européens à qui il faut attribuer cette destruction d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards. Parce que lui explique que tous les crimes qui se passent en Afrique, c'est toujours les Européens qui sont derrière. Que si les Européens n'étaient pas en Afrique, il n'y aurait pas toutes ces horreurs. À la page suivante, il ajoute: un dernier motif de destruction de la moitié de ces malheureux captifs, c'est qu'après avoir été 7 à 8 mois en mer, quelquefois 10 mois les fers aux pieds, en arrivant dans nos îles, ils sont vendus et envoyés aussitôt à un travail forcé. On ne force point l'expression en disant qu'il n'arrive point de captifs en Amérique qui n'aient coûté beaucoup d'autres individus à la nature humaine. Et ce sont des hommes, des Français qui se disent chrétiens, à qui l'intérêt fait commettre de pareils forfaits. Et Pruneau de Pomme-Gorge n'est pas le seul négrier à avoir décidé d'arrêter parce que sa conscience le tourmentait. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, même des Africains prêtent le flanc à ces accusations de complicité, alors qu'à l'époque, des négriers ont eux-mêmes affirmé que les responsables de tout ce qui se passait en Afrique, c'étaient les Européens? Voyez le titre de son livre. Lui, qui a été le patron des négriers au Sénégal pendant des années, pas une seule fois dans ce livre, il ne parle de complicité africaine. Dans ce livre, il met en accusation les Européens, et c'est pour cela qu'il a publié son livre à Amsterdam, pour contourner la censure. Et les gens honnêtes de son époque, qui ont étudié attentivement la question, sont arrivés à la même conclusion. L'abbé Grégoire, dans son livre de la littérature des nègres, dit que les accusations portées contre les Africains sont des calomnies. Et il explique pourquoi on les calomnie. Page 67. L'usage des bourreaux fut toujours de calomnier les victimes. Pourquoi un bourreau a-t-il besoin de calomnier sa victime? Parce que ça lui permet de justifier sa barbarie, de rendre ses crimes plus légitimes. Il ajoute page 74. On a calomnié les nègres, d'abord pour avoir droit de les asservir. Ensuite pour se justifier de les avoir asservis et parce qu'on était coupable envers eux. Les accusateurs sont simultanément juges et exécuteurs et ils se disent chrétiens. Les Européens ont calomnié les Africains avant la traite pour pouvoir les esclavagiser. Ils ont calomnié les Africains pendant la traite pour se justifier de les esclavagiser. Et ils ont calomnié les Africains après la traite, c'est-à-dire maintenant, toujours pour se justifier de tous ces crimes. C'est le propre de la tyrannie. Le tyran calomnie toujours sa victime pour justifier et minimiser ses crimes. En 1840, après sa longue enquête sur la traite négrière, Thomas Buxton affirme dans son livre que les Européens sont les êtres les plus abjects de l'espèce humaine. Page 349. Pour l'Afrique,
si longtemps désolé et dégradé par ses relations avec les êtres les plus vils et les plus iniques de l'espèce humaine. On a là un Européen de l'époque qui qualifie les Européens d'êtres les plus vils et les plus iniques de l'espèce humaine. Thomas Clarkson, un Anglais qui a lui aussi enquêté sur la traite négrière, a prononcé un véritable réquisitoire dans son livre Le cri des Africains, publié en 1821. C'est donc inutilement que les négriers chercheraient à en faire le palliatif de leur coupable conduite. Oui, coupables, nous le répétons. Ils sont coupables de toutes les fraudes, de toutes les condamnations injustes, de tous les enlèvements d'hommes, soit publics, soit particuliers, de toutes les guerres et de toutes l'effusion de sang dont l'Afrique est le théâtre, coupables de toutes les insurrections, de tous les suicides, de toutes les effrayantes destructions de la vie humaine qui ont lieu sur l'océan par suite de l'exercice de cette fatale traite. Il est un crime surtout qui pèse sur leur tête coupable, celui d'avoir retardé de près de 3 siècles la civilisation africaine. Mais quel terme emploierons-nous pour désigner cet autre crime qu'on a droit de leur reprocher, celui d'avoir importé dans les colonies européennes des millions d'hommes et de les avoir condamnés à y vivre eux et leur postérité pour toujours dans l'abaissement et la plus humiliante dégradation. Aucun terme ne peut suffisamment caractériser ce genre de crime d'une espèce si nouvelle et si effrayante. Comment appellerions-nous l'homme qui inoculerait dans le sang de ses semblables un poison contagieux de manière à les frapper d'une lèpre hideuse jusque dans leur dernière postérité? Ne dirions-nous pas qu'un tel homme est un monstre qu'ont vomi les enfers? Eh bien, ces monstres, ce sont les négriers. Ce sont eux qui ont inoculé non à quelques personnes, mais à une portion entière du genre humain, le poison de l'esclavage et la lèpre d'une éternelle dégradation. Ils ont introduit dans les colonies européennes une race d'hommes frappés d'une douloureuse réprobation par la traite même dont ils sont les victimes, réprobation qui se transmet avec le sang, de sorte que l'infortuné qui a le malheur d'avoir quelques gouttes de ce sang avili dans les veines se voit, comme l'homme frappé de la lèpre, séquestré à jamais de la société de ses semblables et condamné, pour comble de maux, à voir perpétuer dans sa postérité cette fatale ignominie. Maintenant, si nous rassemblons tous ces faits et que nous appelions la réflexion sur cette masse accablante de preuves douloureuses, nous serons forcés de conclure que l'histoire du monde ne présente pas dans ses annales une accumulation de souffrances et une complication de forfaits qu'on puisse mettre en parallèle avec les monstrueuses horreurs qui ont signalé l'exercice de la traite par les nations européennes. Pourquoi un tel réquisitoire? Thomas Clarkson affirme que dans les annales de l'histoire, il n'a pas existé de souffrance pire que celle des Africains et de crimes pires que la traite européenne. Sur quoi s'appuie-t-il pour affirmer cela? Indépendamment du fait qu'il a réalisé des enquêtes de terrain, il explique au début de son livre qu'il s'est appuyé sur les voyages de Mungo Park et que son livre se base sur les conclusions de la commission d'enquête parlementaire britannique. Lorsque des observateurs indépendants ont commencé à révéler ce qui se passait réellement en Afrique et à dénoncer les crimes des négriers, les autorités britanniques ont ordonné une commission d'enquête parlementaire qui a commencé en 1789 et a duré 3 ans. Thomas Clarkson a eu accès aux conclusions de cette commission d'enquête parlementaire et c'est sur la base de ce document qu'il a réalisé ce livre. Il le précise dans la préface.
Il n'y a pas d'Européens éclairés qui ne connaissent le nom et les travaux du célèbre voyageur anglais Mungo Park, dont la véracité n'a point encore été révoquée en doute. C'est de son autorité que nous nous sommes le plus souvent appuyés. Mais il en est une autre, également d'un grand poids, à laquelle nous avons eu recours. Nous voulons parler du résumé des interrogatoires publiés par ordre du Parlement britannique. Ce livre renferme le témoignage de diverses personnes qui ont visité le continent africain, soit pour un motif de curiosité, soit dans le dessein d'y faire le commerce des esclaves. Ces personnes ont été examinées par le comité de la Chambre des communes qui a employé 3 ans à cet examen. Elles ont été soumises en outre à un contre-interrogatoire que leur ont fait subir les personnes intéressées dans le commerce des Noirs. Et ici, nous croyons devoir observer que, bien que les faits affligeants que nous allons rapporter ne soient relatifs qu'à la traite exercée par des sujets anglais avant l'acte parlementaire qui l'a aboli, ils n'en sont pas moins applicables à la traite en général par quelque nation qu'elle soit exercée. Et il ajoute, page suivante, le Parlement britannique se convainquit si bien de cette vérité par toutes les preuves soumises à son examen qu'il déclara qu'en qualité d'homme et de chrétien, on ne pouvait plus longtemps tolérer la traite. Et effectivement, cette enquête parlementaire a révélé que ce sont les Européens qui étaient à l'origine du chaos, des guerres et des razzias en Afrique et qui ne reculaient devant aucune bassesse pour pousser les Africains à leur vendre des esclaves. Une multiplicité de faits ont démontré que quand il n'y avait pas les Européens en Afrique, les Africains vivaient en paix et il n'y avait plus de capture pour se procurer des esclaves. L'un des nombreux exemples avancés à l'appui de cela, c'est ce qui s'est passé de 1807 à 1814. Pendant ces 7 ans, la traite négrière a été interrompue parce que l'Europe était en guerre. Les nations européennes étaient en guerre les unes contre les autres et les navires négriers ne pouvaient plus traverser l'Atlantique. Et que s'est-il passé en Afrique durant ces 7 années? Il se trouve que durant cette période, il y avait quelques Européens qui vivaient en Afrique. Et quand ils ont été interrogés par la commission d'enquête parlementaire, tous ont été unanimes sur le fait qu'il n'y a pas eu une seule guerre en Afrique durant cette période. Ils ont tous dit que de 1807 à 1814, les Africains ont vécu en paix. Pas de guerre, pas de razzia pour faire de capture. Or, en 1814, dès que la guerre européenne a cessé, les navires négriers sont retournés en Afrique et là, les massacres, les guerres, les razzias ont recommencé. Cet élément a été un des éléments objectifs permettant d'affirmer que c'est la présence des Européens en Afrique qui était à l'origine de toutes ces atrocités. Le 8 mai 1821, un rapport de la Chambre des communes du Parlement britannique le rappelait encore, page 4. Et depuis 1807 à 1814, l'Afrique n'eut plus à gémir comme autrefois sur la perte de ses enfants et la sécurité commença à habiter ses rivages. Cependant, en 1814, la paix, donc la paix en Europe, vint arracher les armes des mains des peuples irrités et ouvrir les mers au commerce européen. En 1822, le duc Victor de Broglie, lui aussi le rappelle dans un discours prononcé devant la Chambre des Pairs, la haute chambre du Parlement britannique, page 95. Pendant le cours des 7 années qui se sont écoulées entre l'abolition de la traite par les Anglais et les Américains et la paix de 1814, ces vastes régions de l'Afrique qui s'étendent entre les tropiques avaient été rendues à un état comparatif de prospérité, de calme et de bonheur. Les peuplades africaines vivaient en paix entre elles.
Les efforts des généraux fondateurs de Sierra Leone étaient couronnés de quelques succès. Quelques germes d'industrie se laissaient apercevoir, la religion faisait des conquêtes et la civilisation des progrès. Mais depuis que le renouvellement de la paix en Europe a donné le signal du renouvellement de la traite, la scène a changé complètement. Joseph Elzéar Morenas, lui, appelle cette période de 7 ans la trêve de Dieu. Pages 149 et 150. Depuis 1808 jusqu'en 1814, le commerce des esclaves, après avoir occasionné le ravage et la désolation en Afrique pendant plus de 2 siècles, avait cessé d'exister presque partout. Ce calme passager a été une véritable trêve de Dieu, malheureusement trop courte, accordée aux horribles souffrances d'une grande partie de l'espèce humaine. Il a permis au peuple de l'Afrique de respirer un moment en l'absence des négriers et d'apprécier les avantages de la paix intérieure dont il jouissait avant l'établissement de la traite. Il parle ici de paix intérieure dont jouissaient les Africains avant l'établissement de la traite. Autre élément qui a été démontré lors de cette commission d'enquête parlementaire, à savoir qu'avant l'arrivée des Européens, les Africains vivaient globalement en paix les uns avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens, historiens ou autres, qui vous parlent de complicité africaine à la traite négrière européenne, est-ce qu'ils vous racontent toutes ces choses? Vous ont-ils déjà parlé de cette commission d'enquête parlementaire? Quand les conclusions de cette commission d'enquête ont été publiées, la culpabilité de l'Europe est apparue tellement évidente que 300 000 citoyens britanniques ont décidé de boycotter les produits des colonies. Parce que ces gens avaient compris que les affirmations des négriers pour justifier la traite négrière n'étaient que mensonges. Et comme ils ne voulaient pas être associés à ce crime, ils ont décidé de ne plus consommer un seul produit provenant de l'esclavage. Mais ces prétendus spécialistes de la traite négrière ne vous parlent jamais de ces choses. Ils pointent les projecteurs sur quelques rois africains, souvent du XVIIIe siècle, qui ont vendu des esclaves pour donner à penser que la traite négrière se résume à ça. Cette partie-là n'est que le haut de l'iceberg. Tous ces témoins de l'époque ne parlent jamais d'une prétendue complicité des Africains, parce qu'ils ont observé et compris que les Africains étaient les victimes de la barbarie, de la cupidité et du racisme des Européens. Dans le deuxième volet, consacré à la participation des Africains dans la traite négrière, nous verrons plus dans le détail les méthodes sournoises que les Européens ont utilisées pour inciter les Africains de la côte à travailler pour eux.